8h30 sur BFM TV et RMC. Bonjour Jean-François Delfraissy. Bonjour. On vous a invité ce matin parce qu'on a envie de comprendre ce qui est en train de nous arriver, ce qui va nous arriver dans les prochaines semaines. D'abord, comment est-ce que vous décririez cette situation nouvelle avec ce variant Delta? Il y a encore 15 jours, on n'imaginait pas qu'on en serait là. Comment est-ce que vous décririez ça? Alors, on savait que le variant Delta allait nous toucher avec un impact fort. Pourquoi? Avec cette violence-là, vous n'avez pas été surpris? Peut-être un peu, mais on savait. Enfin, les prévisions ont montré qu'il allait arriver. Je veux dire, c'est en Angleterre. Alors, pour bien comprendre, il faut comprendre qu'il est plus transmissible. On estime qu'il est à peu près 60% plus transmissible que le variant alpha dit anglais, qui avait déjà été une rupture au mois de janvier. Et donc, c'est pour ça que tous nos modèles et toute la vision qu'on a de cette maladie, elle change en fonction des arrivées des variants successifs. 60 fois plus transmissible, ça veut dire qu'on a 60 fois plus de chances ou de risques d'être contaminé? C'est 60% plus transmissible, pas 60 fois. Alors pourquoi? C'est parce que les gens qui sont infectés ont plus de virus dans leur sécrétion, et donc quand ils ont leur sécrétion, les particules virales qui viennent de la part des gens infectés, elles contiennent plus de virus que les autres. Ça, on le sait. Il y a une très belle étude qui est sortie il y a quelques jours là-dessus. Et est-ce que c'est vrai qu'on contamine, si on est positif, qu'on contamine un peu plus tôt, 1 ou 2 jours plus tôt? Alors, on contamine un tout petit peu plus tôt, et il y a peut-être aussi une sécrétion du virus qui est un tout petit peu plus longue. Enfin, donc l'ensemble fait que ce n'est pas lié, finalement, c'est une mutation qui existe dans la spike, c'est-à-dire dans la protéine qui s'accroche au récepteur, et qui fait qu'il est plus transmissible. Est-ce qu'on paye aujourd'hui, je dis paye, mais l'expression n'est pas la bonne peut-être, mais est-ce qu'on paye d'une certaine manière la réouverture du pays, le retour des lieux de vie sociale, la fin du couvre-feu, ça fait qu'il y a quelques semaines, est-ce qu'on paye ça aujourd'hui? Non, pas du tout. D'accord. Absolument. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui. On paie rien du tout. C'est vraiment, il faut comprendre que le virus domine, qu'il a des capacités à se transmettre plus, qu'on aurait pu tout fermer ou tout ouvrir, ça n'aurait strictement rien changé. Le virus serait arrivé avec cette capacité. Donc on a bien fait de rouvrir à la fin du Je pense qu'on a bien fait de rouvrir. Alors, la question qui se pose maintenant qu'il est là, c'est en effet jusqu'à quel point doit-on ouvrir et quelles mesures doivent être prises encore maintenant pour essayer d'éviter ce qui pourrait se passer fin août en France. On va en parler, mais justement, vous dites fin août, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moment où on va vraiment sentir la pression sur l'hôpital, c'est qu'en mi-août, fin août, c'est-à-dire que la rentrée va se faire dans une situation très tendue? Alors, il faut regarder ce qui se passe en Angleterre, où ils ont en gros 6 semaines d'avance sur nous, et où l'impact sur le système de soins commence à se faire sentir. Il y a une sorte de dissociation, parce qu'on est dans une ambiance de grande vaccination, et en particulier en Angleterre, où ils sont plus vaccinés que nous, entre le nombre de cas, c'est-à-dire le nombre de nouvelles contaminations, et puis le retentissement sur les hospitalisations et le passage en réanimation. Pour le même nombre de cas, il y a moins d'hospitalisations et moins de morts. Exactement, parce que, et c'est bien lié à l'efficacité vaccinale. Donc est-ce que c'est si grave d'avoir un variant Delta plus contagieux puisque nous avons le vaccin? Alors, en France, notre niveau de vaccination, bien qu'il ait le système de vaccination ait très bien marché, il est plus faible que celui qui existe en Angleterre. Et en particulier, il est plus faible dans 2 types de populations, les plus de 60 ans, où 10% des plus de 60 ans ne sont pas vaccinés, et puis un certain nombre de personnes à risque, et en particulier les sujets les plus obèses, mais sans avoir d'ostracisme, en tout cas en surpoids, dont on estime que 45% d'entre eux ne sont pas vaccinés. Ce sont les 2 principaux facteurs de gravité de cette maladie. Plus qu'au Royaume-Uni, plus que dans d'autres pays européens. Plus que dans d'autres pays d'Europe. Pourquoi est-ce que chez nous, les plus âgés, la vaccination est ouverte pour eux, pour les plus de 75 ans depuis 6 mois, pourquoi est-ce qu'on a plus de mal à les amener vers la vaccination? Écoutez, il y a eu un effort considérable autour de la vaccination, et en ciblant justement ces personnes les plus à risque. Et puis, c'est une vaccination de masse qui a été réalisée. C'est une vaccination de rendez-vous, en utilisant Doctolib, etc. Qui a fonctionné. Et qui a très bien fonctionné. Et puis, on est maintenant sur une sorte de blocage de gens qui sont un peu en dehors du système de soins, des vieilles personnes, entre guillemets, peu mobiles, à la campagne, en province, dans des endroits un peu inattendus. Et puis, on a aussi, il faut bien le reconnaître, dans nos banlieues, dans nos grandes banlieues des grandes métropoles, toute une frange de population qui est dans une hésitation vaccinale. Et quand on regarde finalement les cartes, on s'aperçoit que l'hésitation vaccinale et le retard à la vaccination,
il correspond à des zones qui sont socialement et économiquement défavorisées. C'est vrai qu'il y a des communes de Seine-Saint-Denis, par exemple, avec un taux de vaccination 3 fois plus faible qu'à Neuilly-sur-Seine, qui est à 15 km. Ça veut dire que le variant Delta va faire des dégâts chez les plus âgés et chez les plus défavorisés en France. Donc c'est une sorte de France à deux vitesses qui existe déjà. C'est un variant qui va frapper la France qui souffre? Écoutez, il faut qu'on fasse tout, à la fois au niveau des médecins, des scientifiques et évidemment des décisions politiques, pour éviter que cette quatrième vague soit une vague sociale, qu'elle soit bien sûr médicale et pour l'ensemble de la population, mais qu'elle touche en particulier les populations les plus défavorisées. On le sait, c'est un grand classique des crises sanitaires, où plus on avance, plus les disparités en termes d'accès aux soins se font sentir. Là, l'Assemblée nationale a voté tard dans la nuit la première lecture, le texte sur la crise sanitaire qui prévoit un certain nombre de nouvelles mesures. Est-ce que l'obligation vaccinale des soignants, est-ce que le passeport sanitaire, est-ce que ça c'est de nature à tempérer l'impact de cette quatrième vague, ou finalement l'application sera trop tard pour vraiment atténuer cet effet de la quatrième vague? Alors d'abord, je me réjouis au nom du Conseil scientifique que ces mesures aient été prises. Nous les avions recommandées dans notre avis du 6 juillet. Je me réjouis que dans un délai très court, finalement, elles puissent être mises en place. Les modalités pratiques doivent être encore probablement s'adapter. Il faut beaucoup de nuances, il faut beaucoup, je dirais, de faire ça en écoutant les gens et en trouvant des solutions ad hoc pour certaines populations. Alors, elles vont atténuer, oui, pour les personnes qui sont en train de se vacciner là maintenant. Je rappelle que si elles sont vaccinées une première fois là maintenant, puis dans 3 semaines, elles sont couvertes 1 semaine après la deuxième vaccination. Donc vous voyez qu'un mois, on est le 23 juillet, elles seront couvertes, les personnes qui vont être vaccinées dans les 10 jours seront couvertes pour fin août. Donc quelqu'un aujourd'hui par exemple qui n'aurait pas du tout pris de rendez-vous, même pas un premier rendez-vous, qui comprendrait que voilà, il y a une grosse vague qui va nous tomber dessus fin août, il n'est pas trop tard pour aller se faire vacciner dans les prochains jours, il est urgent, protéger quand ça va être le plus dur. Il est urgent en effet, surtout, si vous avez plus de 60 ans, si vous avez du surpoids, si vous avez un certain nombre de pathologies, que pour des raisons diverses et variées, vous ne vous êtes pas fait vacciner. C'est le moment de le faire. Parlez-en avec votre médecin. Allez voir sur les centres de vaccination. Vous serez pris en priorité parce que vous êtes avec un facteur de risque. C'est là où ça va se jouer pour éviter le retentissement hospitalier fin août. Alors, pour reprendre dans ce texte, il y a notamment le passeport sanitaire. L'idée, c'est dans quelques semaines, c'est déjà le cas, par exemple, dans les cinémas, et dans quelques jours, ce sera probablement le cas dans les restaurants, les trains, on devra entrer avec un pass sanitaire. Est-ce qu'on pourra tomber le masque à l'intérieur, ou est-ce que c'est dangereux maintenant de tomber le masque dans un train, tomber le masque dans un cinéma, ou dans un endroit où on entrera avec un pass sanitaire? Écoutez, quand on est vacciné complètement, on est protégé contre la survenue de formes graves. On n'est pas totalement protégé contre l'infection, ni même la transmission ensuite de ce virus. Il faut bien dissocier ce qui est la protection contre la survenue d'une forme grave et ce qui est la capacité d'être infecté ou pas. Donc on peut contaminer d'autres aussi. Donc on peut contaminer les autres. C'est beaucoup moins fréquent. Il y a un effet de protection qui est au moins de l'ordre de 60%, mais qui n'est plus de 90 ou 95% comme pour les formes graves. Donc moi je dis que pour cette période qui vient, des semaines, il n'y a aucun remède miracle, aucune solution miracle. La solution, elle est tous entre nos mains. C'est-à-dire qu'il faut revenir, alors qu'on est à 25 000 nouvelles contaminations par jour et que ça va monter. On s'attend à ce que ça monte à beaucoup plus pour la période de début août. On va dépenser les 50 000, c'était le pic de la dernière vague. Je pense qu'on arrivera aux 50 000 probablement début août. C'est dans les prévisions, entre guillemets, de ce qui devrait arriver. Mais si on est à 50 000 début août, on est à quoi, 100 000 fin août? Non, parce que ensuite il y a un effet qui est où l'effet vaccination va jouer son rôle. Et donc dans ce contexte je dirais de contamination très large qui est en train de survenir, avec un variant qui une fois de plus est beaucoup plus contaminant que le précédent, revenir aux mesures barrières simples, c'est-à-dire le lavage des masques, on continue à se laver les mains. Non, tous les Français ont perdu le lavage des mains avec eux. Et moi, j'ai aussi réduit. Je suis comme les autres. Bon. Ouais. Deuxièmement, le port du masque. Alors, bien sûr, les vaccinés sont plus protégés que les autres. Mais dans un contexte difficile, moi, je vais vous dire, je suis vacciné depuis très longtemps. Je continue à porter le masque quand je suis dehors, à Paris, en région parisienne. Si je suis en pleine campagne, je ne vais pas le porter. Oui, mais par exemple, dans quelques jours, dans une terrasse d'un petit café de village, on va devoir continuer à porter le masque?
Moi, écoutez, ce sont des mesures individuelles. Ce sont des mesures individuelles. Si vous êtes vacciné, vous pouvez probablement ne pas porter le masque. Mais si vous êtes vacciné et que vous êtes dans une atmosphère de foule, entre guillemets, oui, portez le masque. Parce que là, c'est pas lié forcément directement à la loi qui est en non, c'est pas un problème de loi, c'est un problème de bon sens. Il y a des préfets dans les départements où vraiment le virus circule beaucoup, notamment sur le littoral, qui ont remis en place le port du masque obligatoire en extérieur. Et du coup, il y a une situation un peu compliquée où des gens sont vaccinés, doublement vaccinés, ont fait cet effort-là, et qui se retrouvent, alors qu'il fait 35 degrés, à devoir porter un masque en extérieur. Je peux comprendre, et inversement, il faut aussi que les citoyens comprennent qu'il y a des situations qui sont différentes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On va avoir pendant les 6 semaines qui viennent une France à 2 vitesses, avec beaucoup de monde sur le littoral, dans certaines grandes métropoles, et puis on aura une France qui sera beaucoup plus tranquille dans les campagnes, etc. Eh bien, on s'adapte comme on l'a déjà fait, on s'adapte. Et c'est un peu le bon sens, entre guillemets. Je redis que dans des zones de littoral où il y a beaucoup de monde, énormément de monde dans les cafés, énormément de monde dans des petites ruelles de villes sympathiques du Midi, oui, le port du masque m'apparaît raisonnable pour la période qui vient. Donc quand on se balade dans la campagne, pas besoin de porter le masque. Quand on va au marché, mieux vaut porter le masque. Exactement. Ouais. Du coup, il y a aussi sur cette question de ces départements où le virus circule beaucoup, est-ce qu'il faudrait remettre en place localement des couvre-feux locaux? On a vu par exemple, département des Pyrénées-Orientales, les restaurants ferment à 23h depuis maintenant le week-end dernier. Est-ce qu'il faudrait mettre en place un couvre-feu à 23h? On peut noter que c'est le cas en Martinique où il y a désormais un couvre-feu local. Est-ce que c'est une arme, un outil que devraient utiliser les préfets? Écoutez, moi je pense que le meilleur outil, c'est l'outil personnel. Et l'outil personnel, c'est de revenir à des précautions simples, et avec 2 précautions simples, qui sont le port du masque, en particulier dans les zones, quand on est en milieu fermé ou en milieu ouvert avec énormément de monde et où les mesures de distanciation ne sont pas possibles, c'est ce que je viens de vous indiquer. Et deuxièmement, le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique. Si déjà nous revenons à titre individuel avec cela, plus une série de précautions de distanciation, on peut gagner probablement 20% en termes de nouvelles contaminations et donc avoir un impact sur l'hospitalisation fin août. Donc, puisqu'on part de cette idée de bon sens, aujourd'hui c'était vendredi, ce soir il y a des milliers de Français qui vont aller danser en discothèque, demain soir pareil. Est-ce que c'est dangereux d'aller en discothèque en ce moment? La réponse est oui. Même avec un pass sanitaire? La réponse est oui, et on vient les différents pays européens qui sont à des niveaux de vaccination élevés, plus élevés que nous, viennent de montrer qu'une série de grands clusters était parti à partir de discothèques. Je sais qu'en disant ça, je vais créer, je dirais évidemment des réactions. Mais c'est une réalité médicale et scientifique. Ce qui s'est passé sur le pic majeur qui s'est passé par exemple en Hollande, vient d'une série de contaminations en discothèque. C'est la même chose sur le nord de l'Allemagne. Mais si le pass sanitaire fonctionne, il devrait empêcher ça, puisque on entre avec un pass sanitaire. Nous ne sommes pas encore avec le pass sanitaire. La réponse à votre question, dans les discothèques, si. On est avec un pass sanitaire qui est en train de se mettre en place. Si le pass sanitaire fonctionne, à ce moment-là, complètement avec un pass sanitaire, à ce moment-là, les discothèques peuvent rester ouvertes. Tant que le pass sanitaire n'est pas complètement mis en place, je dirais, faisons attention parce que c'est un lieu de cluster, on le sait. Alors, la discussion, elle est faite. C'est-à-dire que vous découragez, par exemple, si des parents nous écoutent, il faut qu'ils disent à leurs enfants, va pas en discothèque ce soir. Enfin, c'est difficile à dire, on est au milieu de l'été, ça fait 1 an et demi que tout le monde souffre. Je dis que si le pass sanitaire est mis en place, si les enfants répondent à ce qui est contenu dans le pass sanitaire, l'ouverture et la venue en discothèque est possible, en disant on fait attention. Je rappelle qu'en discothèque, on garde le masque ou on peut enlever le masque? Je rappelle qu'en discothèque, il y a 2 choses. Il y a des discothèques qui sont ouvertes dehors et qui sont aussi à l'intérieur. Qu'on boit souvent de l'alcool quand même en discothèque, donc la perte des gestes barrières peut se faire. Et je dis que c'est un endroit possiblement de cluster, comme ça a été montré dans d'autres pays européens. Donc je dis seulement que c'est un endroit à risque. Avec le pass sanitaire, on peut aller en discothèque. Là-dessus, je rebondis là-dessus, puisque hier, vous étiez au Sénat, vous étiez auditionné au Sénat, et vous avez parlé du Royaume-Uni. Vous disiez qu'on mesurait un effet championnat d'Europe de foot au Royaume-Uni, non pas tellement sur les matchs, mais sur les fêtes autour des matchs, les pubs et tout ça. On voit cet effet-là. Oui, tout à fait. Les Anglais nous l'ont parfaitement décrit hier matin, avant cette réunion au Sénat. Et ils ont eu un impact des matchs, mais qui n'était pas
qui ne correspondait pas probablement au match lui-même, mais au fait que les gens partaient en autobus, passaient leur temps dans les pubs, et donc on était dans le péri-match. On avait connu exactement le même phénomène au niveau de l'infection l'an dernier à la rentrée des universités. D'ailleurs, ça peut se reproduire en septembre 2021, où ce n'était pas les cours et pendant les cours qu'on s'infectait. C'était avec les pots conviviaux, je vous l'admets complètement, avec lesquels on s'infecte. C'est pour ça qu'il faut revenir où on s'infecte et où on doit se protéger. On s'infecte quand on quitte le masque et quand on est en train dans un lieu plutôt fermé, et quand on n'est pas vacciné. Donc c'est les 3 grands critères. Je rebondis sur ce que vous disiez sur les discothèques. Le pass sanitaire, donc, qui est en débat au Parlement, il y a beaucoup de Français qui se sentent heurtés par ce principe même du pass sanitaire pour des raisons parce qu'ils considèrent que c'est liberticide, et aussi beaucoup de doutes de l'efficacité de cette mesure-là, en disant par exemple, est-ce que les passes sanitaires vont vraiment, puisque par exemple les tests, on peut aussi avoir un test, voilà. Est-ce que le pass sanitaire, ça fonctionne, puisque on nous dit maintenant qu'il va être nécessaire dans notre vie quotidienne. On va devoir sortir notre pass sanitaire plusieurs fois par jour. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça a une efficacité? Ou est-ce qu'au fond, c'est d'abord symbolique et politique? Non, l'efficacité, le pass sanitaire aura très clairement une efficacité. Elle ne sera pas de 100%. On sait très bien qu'il y aura, à côté du pass sanitaire, qu'il y aura probablement des faux qui vont se faire et qu'il y aura des trous, entre guillemets, dans le pass sanitaire. Surtout s'il n'y a pas de contrôle d'identité dans les restaurants. Bon, et alors moi je pense qu'il n'y a pas besoin du contrôle d'identité. Moi je vais vous dire, regardez, j'ai une carte de métro là. Oui. Est-ce que j'ai l'impression d'être dans une société liberticide quand je passe pour passer à la borne du métro? Il n'y a pas d'information sur votre santé. Bon, mais là, il n'y aura pas d'information sur ma santé, sur le fait que j'ai été vacciné ou pas. C'est tout ce qui est, ou le fait que j'ai eu un test positif. Donc il faut à un moment donné, j'irai rester avec du bon sens, que la liberté individuelle, auquel je suis très attaché, comme tout le monde, on est très attaché, on est une grande démocratie pour le faire, elle doit à un moment donné respecter aussi une liberté collective. Si c'est le prix à payer pour éviter qu'on aille vers un nouveau confinement qui serait lié à ce virus Delta, mais il y aura probablement d'autres virus ensuite après. Donc il faut avoir une vision qui est plus à long terme. Eh bien, le pass sanitaire est une des solutions. Est-ce que c'est la seule solution? La réponse est non. C'est pass sanitaire, vaccination, accélération de la vaccination et retour à un certain nombre de gestes barrières. Le déremboursement des tests à l'automne, vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce qu'on va aussi se priver d'un outil de mesure de la progression de l'épidémie. C'est quelque chose qu'il faudra qu'on regarde avec attention. D'accord. La plupart des pays européens sont arrivés avec cette décision. Je la partage pour l'instant. Attendons de voir ce qui va se passer à l'automne. Je dirais pour prendre la décision. Peut-être qu'il faudra la décaler légèrement. En vous écoutant, je me dis, mais le Premier ministre a annoncé que les personnes vaccinées, doublement vaccinées, enfin voilà, au bout de leur système de vaccination, ne seront plus qu'à contact, donc n'auront plus à s'isoler si elles sont déclarées positives. Est-ce que c'est prématuré, dangereux, ou est-ce que c'est une sorte de rétribution à l'effort de vaccination? Non, je pense que c'est une forme de rétribution à l'effort de vaccination. En fait, le Conseil scientifique a émis un avis pour le moins mitigé sur ce point. Pourquoi? Parce que c'est un variant qui a un niveau de transmission beaucoup plus élevé et qu'on peut parfaitement être doublement vacciné, mais être contaminant. Vous étiez contre l'obligation vaccinale des soignants. Vous avez changé d'avis. Pourquoi? Vous savez, dans cette bataille contre le virus, c'est le virus qui domine par certains côtés. Ouais. Et il faut savoir être évolutif dans ses décisions. Initialement, j'étais contre parce que je voulais laisser une chance aux soignants. Bien, je dirais, c'est mon métier. On est là pour soigner les autres et donc les protéger aussi contre l'infection qu'on peut leur apporter. Ils ont eu 6 mois pour le faire. Une immense majorité l'a fait. Et soulignons, et je souligne l'importance majeure qu'ont eu les soignants dans cette pandémie jusqu'à maintenant et qui vont avoir encore, en particulier fin août. Puis il y a un moment donné où quand même, quand vous tombez sur une fraction qui reste difficile, que vous avez donné une série d'arguments de conviction, eh bien on peut passer, parce que ce sont des professionnels de santé, à une obligation. Mais je suis contre l'obligation généralisée de la vaccination. Oui, mais vous venez de dire que vous avez changé d'avis sur les soignants. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas changer d'avis aussi sur l'obligation vaccinale pour l'ensemble de la population et que dans 3 mois,
vous reviendrez et vous direz « j'ai changé d'avis sur l'obligation vaccinale pour tous ». C'est bien, mais si vous savez, si un scientifique et un médecin, c'est ça la différence peut-être par rapport à d'autres situations, on est dans le doute, Oui. hein. On construit la science dans le doute et il faut que nos citoyens le comprennent. C'est-à-dire que je suis capable de leur dire qu'il y a des choses que je ne sais pas, hein, et que j'évolue en fonction de les connaissances scientifiques. Pour l'instant, en tout cas, je reste avec l'idée que c'est une grande mesure de santé publique, qui est que ce n'est pas la mesure qui est importante, c'est l'acceptabilité de la mesure qui est importante. C'est-à-dire le fait que la population s'empare de cette mesure. Et l'obligation top-down, eh bien à un moment donné, non, et du haut vers le bas, à un moment donné, il faut passer, je dirais, à plus d'explications. On doit passer pour ce problème des hésitants vaccinaux du temps en local, en s'appuyant sur les associations au niveau local. C'est fondamental qu'on passe de cette stratégie je dirais, de vaccination très globale à quelque chose de beaucoup plus localisé. Le retour à la vie normale, c'est quand? Est-ce qu'on va avoir un variant à Noël? Est-ce que si on doit attendre que l'ensemble de la population mondiale soit vaccinée, on va attendre 2, 3, 4, 5 ans? Le retour à la normale, c'est pas maintenant. C'est quand? C'est peut-être 2022, 2023. Vous n'êtes pas sûr que ce soit en 2022? Je ne suis pas sûr que ce soit en 2022. C'est-à-dire que dans un an, on peut encore, dans cette histoire de masques, nous aurons probablement un autre variant qui arrivera dans le courant de l'hiver. Plus dangereux, plus différent, je ne sais pas. Et puis à un moment donné, ce virus qui a des capacités de mutation qui sont quand même relativement limitées, eh bien soit il va aller vers un virus qui va devenir beaucoup plus bénin, et puis on va le gérer parce qu'on aura dans les pays riches plus de 90% des populations vaccinées, plus les gens qui ont été déjà infectés. Mais on aura en face de nous le reste du monde qui sera très peu vacciné. 2022, et c'est l'enjeu majeur des 2 prochaines années. Comment on va coexister avec 2 mondes, celui des pays vaccinés, celui qui ne l'est pas. Je me mets à la place des auditeurs, téléspectateurs qui nous écoutent. 2023, vous vous rendez compte? Écoutez, dans ce début de vacances, je sais bien, et je suis souvent celui qui apporte plutôt la mauvaise nouvelle, entre guillemets. Non, j'ai connu déjà des pathologies très lourdes. Je pense que nous gagnerons. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On va avoir des antiviraux qui vont arriver et qui permettront, à côté du vaccin, de traiter très précocement les premiers cas. Mais je pense en effet qu'on va avoir probablement un nouveau variant et qu'on est parti encore. Oui, on est rentré dans quelque chose en longueur. C'est pour ça que la série des mesures qui sont prises, il faut bien les peser pour la réponse immédiate. Là, qu'est-ce qu'on fait avec le Delta sur les semaines qui viennent, mais aussi avoir une vision déjà de long terme et de gestion de cette maladie. Jean-François Delfraissy, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau de BFM TV, c'était le 24 janvier, ça fera 6 mois demain. À l'époque, on faisait face à l'arrivée du variant anglais et vous étiez venu sur ce plateau plaider pour un confinement. On vous écoute. Cet outil très barbare qu'est le confinement a une activité sur la circulation du virus en général et sur le variant en particulier. Donc voilà, après c'est une décision qui est éminemment politique. Il faudra aller probablement vers un confinement. Vous disiez qu'il fallait aller vers un confinement. Ça avait fortement déplu au président de la République qui n'avait pas du tout aimé ce ton. 5 jours plus tard, il décidait pas de confinement. Finalement, il s'y est résolu fin mars, 2 mois plus tard. Est-ce que quelque chose s'est cassé à ce moment-là avec le président de la République? Est-ce que finalement il a trouvé que vous alliez trop loin en mettant sur la table le côté inéluctable d'un confinement? Non, écoutez, chacun son rôle. Hein. Nous sommes une belle et grande démocratie en France. Et c'est aux politiques, et en particulier au président de la République, de décider. Je n'ai aucun... Mais vous avez eu du mal à digérer le fait qu'il ne vous ait pas suivi? Aucun doute, pas du tout. Il y a des considérations qui sont d'ordre sanitaire, et je suis là pour les porter. Il y a des considérations qui sont d'ordre sociétal, j'y suis très attaché, vous le savez. Mais il a eu tort à ce moment de pas confiner fin janvier? Absolument pas. Il a pris une décision, c'est sa décision. J'ai indiqué seulement, parce que l'ambiance n'était pas à la compréhension encore de ce qu'était un variant avec un niveau de transmission élevé. Vous voyez qu'on retrouve un peu les mêmes termes. On revit la même chose. Voilà, dans quelques semaines, vous allez peut-être dire confinement. Et donc, non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je n'ai absolument pas dit ça. Donc on ne va pas faire un confinement à la rentrée, d'accord. La décision qui a été prise est une décision politique et je la respecte pleinement.
nos relations sont restées, je dirais, ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire nous sommes là pour conseiller, entre guillemets, et éclairer au plan scientifique les décisions politiques. Mais je retiens ce que vous disiez, on n'est pas en chemin vers un confinement à la rentrée, là. Ce n'est pas possible d'aller vers un confinement à la rentrée. C'est bien pour ça qu'il faut prévenir, justement pour ne pas aller au confinement, en s'appuyant sur une large vaccination, sur le pass sanitaire et sur la reprise d'un certain nombre de gestes barrières. Et c'est en faisant l'ensemble de ces mesures qu'on va éviter d'aller vers un confinement. Merci Jean-François Delfraissy. Il est 8h55 sur BFM TV et RMC. Bonne journée.